Bonjour Delphine. Bonjour Serge. Nous allons aujourd'hui essayer de répondre aux 3 questionnements de Maggie de Coster, qui est journaliste et écrivain, et qui nous a adressé un message suite à sa lecture du pacte. Donc je vais nous lire les questionnements de Maggie. Déconstruire la société actuelle pour la reconstruire sur la base du pacte synarchiste durabiliste demande forcément une synergie internationale. Et c'est aussi un processus de longue haleine qui aboutira au bout de plusieurs générations. Alors son questionnement numéro 1 est: comment parvenir à une concertation sur le plan international, sachant que les intérêts ne sont pas tous convergents? Questionnement numéro 2. Quelle stratégie allez-vous utiliser pour contrer les écueils et aboutir à vos fins, c'est-à-dire crever toutes les poches de résistance? Son questionnement numéro 3. Comment entraîner les pays du Sud dans la positivité de l'action pour qu'ils ne soient pas en reste? Donc, pour répondre aux 3 problématiques posées par Maggie, soulevées par Maggie, j'aimerais te poser cette première question, Delphine. Comment passer des accords bilatéraux aux accords supranationaux européens? Alors, il est vrai que la plupart du temps, les accords entre pays sont bilatéraux. On l'aperçoit notamment dans la période des années 2020 naissantes. Et on peut se dire que ça ne correspond pas au grand projet d'une Europe grande puissance. Alors, ça ne correspond pas déjà, on peut penser à ce qui a déjà été dans l'histoire des problématiques de projets bilatéraux. On pense à Jean Monnet quand il construit l'Union européenne, il le note dans ses mémoires, immédiatement les Belges disent « oh, mais ça m'intéresse, mais ça m'intéresse pas », les Italiens disent « ah mais tel accord avec les Belges, oui, mais alors pas tel accord avec les Français ». Enfin, en effet, c'est très difficile d'arriver à des accords multilatéraux, et pour y arriver, fondamentalement, il nous faut avoir une conviction. La conviction que le monde dans lequel nous sommes nécessite une grande Europe. On arrive dans un monde de blocs géopolitiques. Les États-Unis, la Chine à sa façon qui phagocyte, mais c'est un bloc géopolitique aussi. Même en introduisant en aide des territoires nouveaux, l'Inde est un bloc géopolitique. L'Iran demain sera un bloc géopolitique avec d'autres pays de la macro-région. Donc on est obligé de se dire que si nous, Européens, on ne va pas dans ce sens, eh bien on sera dans la réalité malheureusement décrite par les 2 documents intitulés comment ça s'appelle, de la CIA. Oui, de la CIA et les 2 rapports de la CIA et Le Monde en 2030 et en 2050. Voilà. Alors dans ces 2 documents apparaît quoi? Apparaît que l'Union européenne, si elle se maintient comme Union européenne, dans les années 2030, commencera à devenir une espèce de lieu où on va se servir des gens, de ce qui se passe, de ce qui se fabrique, et c'est tout. Et dans les années 2050, pire, ce sera un lieu de paupérisation massive, une sorte d'Afrique du futur. Voilà. Donc, est-ce qu'on a envie de ça? Non. Donc si on n'a pas envie de ça, on n'a qu'une seule et unique solution, avoir une Union européenne qui devienne une fédération européenne, donc une Europe unie, qui soit une grande puissance et donc qui s'exprime dans le concert non plus des nations, puisque ce n'est plus le cas, mais des blocs géopolitiques de demain et d'après-demain. Donc dépasser le cadre du simple pays, c'est bien cela. Absolument. Et pour la communauté économique du charbon et de l'acier, est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors oui, tu as raison, c'est un très bon exemple parce qu'on est toujours sur ces idées. Alors on peut même penser plus loin en termes d'énergie, si c'est ce vers quoi tu veux m'amener. En effet, se dire que le général de Gaulle disait qu'il fallait construire la grande Europe de l'Atlantique à l'Oural, je reprends cette citation, mais ça veut dire aussi que demain, un bloc géopolitique solide, ce sera un bloc géopolitique qui aura de l'énergie pour survivre. C'est-à-dire qu'il sera capable de produire, mais aussi finalement d'alimenter sa production. On a 2 grands voisins
qui s'appellent le Canada et la Russie, qui sont deux fédérations capables de produire de l'énergie. Les grands fleuves, les grands barrages canadiens, qui nous produisent de l'électricité en veux-tu en voilà. De l'autre côté, du côté russe, du pétrole et du gaz. Il faut absolument pouvoir s'associer avec ces deux grands blocs géopolitiques, mais à condition que nous, Européens, soyons aussi une fédération et pas une espèce d'alliance de copains pas très sûrs qui puissent changer et rechanger. Du stable, du solide. Et à ce moment-là, ce sera gagnant-gagnant parce que nous, Européens, nous représentons le plus grand maillage en termes de densité entre entreprises. C'est-à-dire qu'on va à quelques centaines de mètres, on a une nouvelle entreprise qui démocratiquement est copine avec telle et telle autres entreprises. Donc cet intense maillage européen crée une synergie tellement puissante que l'Europe est un vrai moteur de dynamisme, beaucoup plus que les États-Unis ou n'importe qui. Donc à partir de là, d'ailleurs, petite parenthèse, mais ça tout le monde n'y pense pas, en termes de produit intérieur brut, souvent on nous dit quelles sont les premières puissances mondiales. Les États-Unis, après, et ce que je vais te dire est vraiment interpellant, après, on a la Chine, après le Japon, en quatrième position l'Allemagne, en cinquième position, cinquième puissance mondiale, la France. On s'arrête là. Mais si jamais on arrivait enfin à être un bloc géopolitique stable, solide, c'est-à-dire non plus une union, mais une fédération, la quatrième et la cinquième puissance mondiale, simplement ensemble, si on regarde les chiffres, elles dépassent le Japon et la Chine. Et elle frôle les États-Unis à plus de 50%. C'est presque les États-Unis bis. Alors évidemment, là-dessus, il y a des gens qui n'ont surtout pas envie qu'on construise la grande Europe. Surtout pas. Et que ce soit des gens d'un bord ou de l'autre, on va en reparler. Bien sûr. Bien sûr. Je comprends donc, pour arriver à de tels accords internationaux, il faudrait modifier la Commission européenne, d'Anfield, dans le sens que nous présente notamment les propositions que je vais vous lire maintenant, les propositions du pacte, les propositions 204 et 205. Je vais vous lire ces propositions pour enrichir ce débat. Donc, proposition 204. Que nos auditeurs en profitent absolument. La Commission européenne, instrument décisionnel et administratif de transition entre la non-Europe et l'Union fédérative, qui aura su gouverner l'Union dans sa phase de formation, est inadaptée à la coopétition, oscillation permanente entre la compétition et la coopération internationale des 6 prochaines décades, et doit, en conséquence, se transformer en un supra-État responsable. 205. Le supra-État européen, instrument législatif, administratif, mais aussi fonctionnellement exécutif, à fonction stratégique et opérationnelle, de transition entre l'Union dans sa phase de formation et l'Union dans sa phase de finition, apte à gouverner un bloc géopolitique parmi les plus puissants de la planète, fonctionnant tel un empire, quoique tel le premier empire d'un genre nouveau, synarchique, qui, né pacifiquement de l'entente mutuelle loyale entre pays, respecte la diversité de chacun de ses États membres en fonction des particularismes propres à leur axe historique, doit, depuis une vraie présidence, nous allons parler, reposant sur un président de l'Union élu au suffrage universel direct et présentant une orientation pour son mandat depuis un programme clair, ouvrant chaque année sur un référendum supranational européen, portant sur une question d'actualité politique, d'intérêt budgétaire qu'il choisira, permettant, entre autres grandes réalisations, une progressive harmonisation fiscale des États-nations de l'Union opérée par voie citoyenne référendaire, se constituer sur les bases de la Commission en dotant celle-ci de directions structurales nouvelles et ou renouvelées.
Donc pourrais-tu, avec ce que je viens de lire, pourrais-tu nous parler du supra-État, la puissance européenne? Alors tout à fait, je te donnerai comme référence un document que j'ai eu entre les mains, qui circulait dans la bibliothèque de l'École nationale d'administration à l'époque, le rapport Sezzini sur le coût de la non-Europe, publié en 1984, et qui évoquait notamment que s'il n'y avait pas d'Union européenne, eh bien on arrivera en 2000 avec un beefsteak par habitant par jour en France, un demi-beefsteak en Espagne et pas de beefsteak du tout en Grèce. En gros, ça peut paraître drôle, mais en même temps c'est terriblement important, et on va pouvoir détailler ces problématiques concernant notamment les oppositions entre les libéraux d'un côté et puis on va dire les totalitaires, les souverainistes d'un autre côté. Les deux idées, à mon avis, sont d'un grand danger, les gens ne s'en rendent pas compte, et le pacte va dans ce sens, c'est que il faut considérer que s'il n'y a pas, enfin disons en peu de mots, il faut considérer que l'union fait la force, comme on dit, l'union crée la force parce que on est ensemble. Quand on va avoir un produit qu'on va exporter dans un autre pays, si on doit payer des taxes douanières fabuleuses, notre malheureuse petite entreprise va s'effondrer, tous les salariés se retrouveront à la rue et c'est la catastrophe. Donc se dire on a réalisé des possibilités pour que les échanges de biens et de personnes notamment soient facilités dans cette Union européenne, c'est un grand bon point, parce que ça coûte beaucoup moins cher, ça permet un travail beaucoup plus intense. Le moment où il y avait justement eu un appel en France d'infirmières, et on a vu des infirmières notamment espagnoles et même roumaines qui sont venues travailler, des médecins roumains aussi en France, dans des campagnes désertifiées où plus personne ne voulait venir, eh bien ça c'était possible grâce à l'Union européenne. Si on casse l'Union européenne, c'est chacun pour soi, et c'est donc plein de pays qui s'appauvrissent. Et là, on est un ensemble de pays pauvres, et là, après, on devient un marché d'esclaves pour le futur. Allez, bonnes gens, esclavagiser nos enfants. Donc, à moins d'être stupide ou imbécile, surtout pas. Mais l'Union européenne, telle qu'elle existe actuellement, va vers un financiarisme absurde, donc surtout pas non plus. Donc là, on a deux voies épouvantables à éviter. Je te laisse. Justement, ce que tu viens de dire, c'est peut-être déjà une réponse à la deuxième question de Maggie. Quelle stratégie, la deuxième question de Maggie était la suivante, quelle stratégie allez-vous utiliser pour contrer les écueils et aboutir à vos fins, c'est-à-dire crever toutes les poches de résistance. Je pense qu'il faut, comme tu viens de le dire, il faut considérer qu'on a deux tendances actuellement. Donc le nationalisme qui s'inclut dans le souverainisme et le libéralisme international que nous impose l'Union européenne à travers la Commission européenne. Donc, Alors, tout à fait. Tu me posais la question justement de comment passer de la Commission au supra-État, et en effet tu pourras nous lire un passage du pacte en ce sens, mais déjà fondamentalement, on peut bien, d'une façon logique et cohérente, classifier deux orientations qui sont, comme je viens de le dire, des catastrophes assurées, et une troisième orientation, qui serait la seule intelligente pour des gens sensés. La première, en effet, c'est le système libéral international qui permet à des bandes de copains de s'organiser en étant à la tête de l'Union européenne, à la Commission européenne. Alors, il y a des commissaires très bien, il y a des gens remarquables, je ne citerai pas de nom, mais on pensera bien sûr à tel ou tel, des gens qui ont la foi dans le fait par exemple, de stabiliser les marchés, d'éviter les corruptions avec telle ou telle grande entreprise qui pourrait casser les autres avec des cartels, des ententes mafieuses. Bon, je ne cite pas le commissaire auquel je pense, mais c'est quelqu'un de vraiment très très bien. Il y a d'autres commissaires, une femme notamment, sur les échanges cette fois, plus en termes de communication. Pareil, il y a beaucoup de gens qui travaillent très bien dans la Commission européenne, mais le grand écueil principal, c'est qu'en effet, ça va plutôt dans le sens, malheureusement, donc
d'un libéralisme international, d'un financiarisme, on prête de l'argent, on capitalise, on ramasse l'argent, on le place dans des paradis fiscaux, enfin il y a plein de magouilles, parlons franchement. Oui. Et puis, en face de ça, il y a des gens excédés comprenant tout ça qui disent alors on va revenir chez soi. On se replie, souverainisme, alors que ce soit des gens, alors le souverainisme en disant la nation c'est mieux, ça c'est la version d'extrême droite, ou le souverainisme en disant l'international libéral c'est affreux, donc ça c'est la version d'extrême gauche, mais que ce soit des gens d'extrême droite ou d'extrême gauche, leur idée c'est de se dire débarrassons-nous de l'Europe et on sera plus heureux. Mais non, le rapport Ceccini le prouve, si on se débarrasse de l'Europe, on devient pauvre. Et face aux grands groupes qui se développent, aux grands blocs géopolitiques qui se développent, on va être complètement écrabouillé, mais on est ruiné, on est des esclaves dans le futur. Donc si on veut éviter ce que disent les deux rapports de la CIA, on n'a qu'une seule, unique solution, c'est de penser une troisième route qui donc nie la route libérale internationale actuelle avec des ententes commerciales et on vit là-dedans, ni non plus la voie souverainiste d'extrême droite ou d'extrême gauche, mais par contre une voie qui pense l'État supranational, qui remplacerait la Commission, ou qu'elle la remplacera quand on sera au pouvoir, et à partir de là, on n'est plus devant donc, ces deux options, on est devant le synarchisme durabiliste, c'est-à-dire la façon de structurer un grand bloc géopolitique qui devienne une grande puissance, ayant de la production, exportant les productions. Donc là, on n'est plus dans on ne demandera plus au commissaire européen qui gère les ententes de dire ah oui, mais alors attention, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de puissance entre tel et tel pays. Non, au contraire, fabriquons un géant franco-allemand, hollando, je ne sais quoi, italien, italiano, espagnol. Fabriquons-le finlandais, que sais-je. Fabriquons le géant qui puisse être un rival aux géants qui sont en train d'apparaître. Sinon, on va être détruits. On sera tous, nos enfants seront des esclaves. Donc si on n'est pas aberrant ou imbécile, on n'a que cette solution d'avoir l'idée, donc non pas d'une sorte de souverainisme à l'échelle de petits pays qui vont être détruits, esclavagisés, mais le contraire, un souverainisme à l'échelle de l'Union européenne, qui devient alors Fédération européenne, Europe unie, et qui à ce moment-là devient un souverainisme supranational. Et là, ce sont les ententes dans le respect, comme tu l'as lu, de chaque axe historique de chaque État-nation, mais orientées vers, avec s'il le faut, facilitation, c'est écrit dans le pacte aussi, de la construction de tout grands groupes industriels européens, qui à ce moment-là deviennent des mastodontes à l'échelle internationale pour rivaliser et créer la grande Europe de demain. Sinon nous sommes ruinés, nous sommes morts. D'accord. Je souhaiterais enrichir tout ce que tu viens de nous dire par la lecture d'une grande partie d'une autre proposition du pacte, qui est la proposition 275 et qui, elle, traite de démocratie réelle. Donc ça correspond à ce que tu viens de dire. Je vais vous lire cette grande partie de la proposition 275. Le supra-État synarchique que nous allons instaurer sera garanti dans sa constitution et dans le respect de la démocratie véritable. Constitutionnalisant la société civile par ses associations à but non lucratif, autant que par ses professions, syndicalement représentées et défendues par des conseillers constitutionnels ou sages, principalement issus du grand corps d'enseignants-chercheurs fondant le pouvoir scientifico-médiatique. Un des 5 pouvoirs que mettra en place notre régime synarchiste durabiliste, comme on avait traité dans une autre vidéographie. Oui. Grand corps d'État duquel sera aussi issu ce personnage qui, au-dessus de tous les décideurs du supra-État de l'Europe unie, restructuré avec force par l'ordre synarchique, sera seul, dans sa conscience, tel un grand monarque, pour décider des destinées possibles de l'Union, lequel président de celle-ci sera, en mode synarchique,
non plus choisi par quelques-uns au sommet de la commission devenue supra-État, mais proposé par ses pairs, puis élu par tous, au suffrage universel direct, par un vote international de tous les citoyens et citoyennes de l'Union, tous les 10 ans renouvelables, mais non cumulables, au-delà de 2 mandats successifs selon la règle. Le vote plan, dans l'ordre synarchique, est reconnu par la Constitution de l'Europe unie tel un vote de sanction, impliquant qu'il y a refus populaire massif de devoir choisir entre la peste et le choléra, et imposant que les partis présentent de nouveaux candidats et de nouveaux programmes lors d'un renouvellement du vote. La votation ayant lieu selon le système du jugement majoritaire en un tour de scrutin depuis un bulletin à cocher comprenant égalitairement tous les candidats-candidates, l'élu répondant de la meilleure mention attribuée à l'un d'eux ou à l'une d'elles. Voilà. Donc ça répond bien à tout ce qui est démocratie réelle telle que le pacte le propose. Là propose cette démocratie réelle. Et là, donc le libéralisme international, autant que les souverainistes dont nous venons de parler, sont basés sur une idéologie. Or nous basons sur une réelle politique. Danfil, est-ce que tu pourrais nous parler de la réelle politique? Oui, Serge, absolument, oui, tu as raison de le mentionner, puisque c'est même dans le titre du parti que nous allons construire, donc parti synarchiste réel durabiliste. Pourquoi? Parce que on a tendance à vivre dans un monde d'idéologie. Et il serait intéressant, en effet, de revenir à de la réalité, de vivre dans un monde de réelle politique. La réelle politique, ça vient de Otto von Bismarck, créateur du Deuxième Reich allemand. C'est repris par le général de Gaulle, notamment en France. L'idée, elle est la suivante, c'est de se dire... soyons dans ce qui est vrai, dans les vrais gens, la vraie vie, et non pas dans des idéologies qui sont parfois complètement à côté de tout. Là, nous sommes actuellement devant 2 grandes idéologies qui, ça a été aussi traité par nous deux dans une autre vidéo, qui sont en apparente opposition, mais en réalité qui s'arrangent l'une et l'autre pour passer au pouvoir l'une après l'autre. D'un côté, l'idéologie, on va dire, libérale et financiariste, et de l'autre côté, l'idéologie, comment pourrais-je le dire, tout simplement... souverainiste. Plus encore, je dirais populiste et je dirais totalitaire. Ou totalitaire et populiste, pour rester dans la même ligne que libéral et financiariste. Ces idéologies, elles sont dans l'absurdité. Par exemple, se dire les étrangers sont mauvais, on va les éliminer, la vie sera belle. Ben non, il y a un nouvel étranger qui va apparaître, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Tout le monde est content d'avoir excusez-moi, j'ai un problème dans l'œil, comment dit-on, tout le monde est content d'avoir un lave-linge plutôt que de passer sa journée à lever son linge sur une planche, comme ça se pratiquait il y a encore 50 ou 60 ans en arrière, hein, c'est pas il y a 10 000 ans. Donc les technologies, tout le monde est content d'en profiter, tout le monde est heureux d'avoir ces technosciences qui avancent, mais aussi, c'est un coût, c'est qu'il y a de moins en moins de travail. Donc là, c'est plus la peine de se dire « haro sur le méchant étranger qui arrive ». Demain, ce sera même plus le problème de l'étranger, et encore, il y aura tout de même le gros problème. On le sait, les pays riches attireront comme un Eldorado tous les pauvres de la planète. Il y en aura de plus en plus. Donc on va déjà vers une catastrophe. Mais ce n'est pas la peine de se dire l'étranger est mauvais. Donc la plupart des discours qu'on entend chez les extrémistes d'une façon ou d'une autre sont des discours qui sont idéologiques. Ils ne sont pas réalistes.
On ne voit pas ce qui se passe réellement. On croit que, on imagine que, on reprend des discours d'il y a combien, 100 ans, et on dit un tel grand orateur avait parlé il y a 100 ans. C'est dépassé tout ça. On est aujourd'hui et demain. C'est passé le passé. Quant à l'autre camp, le camp des financiaristes, le camp des libéraux, c'est tout aussi absurde. On ne parle pas évidemment là d'idéologie comme on entend des idéologies à l'extrême droite ou à l'extrême gauche qui paraissent cohérentes, dans le sens où on se dit voilà des idéologies. L'extrême droite a ses orateurs, l'extrême gauche a ses orateurs, c'est clair, ce sont des idéologies. Et on pense que quand on est devant les libéraux, il n'y a pas d'idéologie, il y en a une. Il faut absolument privatiser. C'est l'idéologie libérale, quitte à devenir absurde, voire abjecte. L'histoire des aéroports de Paris. Aéroports de Paris, la Française des Jeux, les autoroutes. Voilà, des entreprises qui tournent bien, qu'on privatise. Et quand on demande aux gouvernants, mais pourquoi privatiser une entreprise qui rapporte de l'argent à l'État? Êtes-vous fou? Réponse des gouvernants, ça va nous dégager du capital pour tel et tel projet. Projet pour les retraités, projet pour l'intelligence artificielle, projet pour... Mais là, on ne comprend plus. Puisque l'argent va directement dans les caisses de l'État, pourquoi le sortir des caisses de l'État, le privatiser, pour ensuite, soi-disant, le réinjecter? Là, on a tous compris, il y a des copains, on n'ose pas en parler, mais c'est ça, des copains de tel président, de sa famille, de ses cousins, de qui on veut. Il faut donner de l'argent à tout le monde. C'est ça, les privatisations. Mais c'est odieux. C'est voler les bijoux de famille, hein, c'est les bijoux de la couronne. Ça. Et Louis XVI lui-même était partisan d'une monarchie constitutionnelle en considérant, puisqu'il lisait Voltaire, que les biens de l'État, du roi, devaient devenir les biens du peuple de France. Louis XVI lui-même, on était d'accord. Alors là, on n'est plus en République, si jamais les gens vont même contre ce dernier roi qui avait des idées très novatrices. Donc il y a un moment, il faut se dire, pensons que ce qui appartient à l'État appartient au peuple de France, on n'a pas le droit d'y toucher. Ça rapporte de l'argent à la France, il faut continuer d'en avoir pour créer des hôpitaux, des routes, que sais-je, mais pas privatiser. Donc on est bien devant une idéologie. Ce n'est pas la politique réelle. La politique réelle, au contraire, c'est de se dire, quand ça tourne bien, il faut que ça continue de tourner parce que ça rapporte de l'argent pour l'État. L'État, c'est une garantie de démocratie. C'est pas tel ou tel milliardaire, comme le proposeraient les libertariens, qui va décider « Oh, ça me plairait, tiens, je vais donner un peu d'argent pour ceci, cela ». Non, l'État distribue parce que c'est une machine avec divers contre-pouvoirs, qui décide, qui négocie. C'est ça la démocratie véritable, sinon c'est un semblant de démocratie. Voilà. Donc, tu nous parlais de technologie, mais pour la technologie, le progrès, nous avons besoin d'énergie, d'Anne-Phil. Et est-ce que la réelle politique, c'est pas d'abord disposer d'énergie? Alors tout à fait, alors on revient sur ce dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait, le fait d'avoir comme alliés Russie, les Canadiens et les Russes, exactement, Russie et Canada, c'est vraiment s'assurer à terme d'avoir toute l'énergie nécessaire, et pour eux, c'est gagnant-gagnant, pour les Canadiens et les Russes, c'est le fait d'avoir toutes ces productions européennes en priorité, c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc à terme, l'Union européenne devenant fédération européenne, dès qu'on est passé des adjectifs au nom, ça s'appelle plus fédération ou union, mais ça s'appelle Europe unie, et bien là, allié avec la Russie et le Canada, on a un grand bloc très puissant qui peut s'associer parallèlement à tel ou tel État des États-Unis, tel et tel, voilà. Mais globalement, on aura déjà une puissance européenne intouchable, garantie économiquement par l'énergie. Et donc, la réelle politique est là. Donc, ça répond aussi à la troisième question de Maggie. Je vais en revenir à cette troisième question de Maggie, qui était comment entraîner les pays du Sud dans la positivité de l'action pour qu'ils ne soient pas en reste. Et d'Anne-Phil, donc, ne risquons-nous pas, pour aller vers cette troisième question de Maggie, ne risquons-nous pas d'avoir des pays qui seraient en reste et n'arriveraient pas à entrer dans cette grande puissance que la Fédération européenne va décider? Alors oui, ça tu as tout à fait raison de poser la question, parce que
les pays du Sud entre guillemets évidemment, sont les pays, disons, à économie servicielle. Oui, ces pays-là, à un moment ou à un autre, n'ont pu réussir à suivre, tout simplement parce qu'on peut dire aux braves gens, venez visiter, je ne sais pas, Roma, Barcelone, mais au bout d'un moment, c'est joli, mais c'est pas ça. Il faut qu'il y ait une industrie qui produise, donc être en rapport avec d'autres pays pour des constructions industrielles. Donc à partir de là, c'est nécessaire, il faut bien le saisir, il est nécessaire que les pays les plus puissants de l'Europe, les pays industrialisés les plus forts, aident les autres à s'enrichir. Le pacte propose des propositions, notamment les propositions 228 à 232, qui traitent de l'économie bisonnée et donc cette économie nord-sud. Pour répondre à la question de Maggie, je pense que si je lis ces propositions, ça va éclairer nos auditeurs et aussi éclairer Maggie. Donc je vais lire donc ces propositions. Tout à fait, parce qu'en plus quand on évoque l'économie bisonnée, ça permet bien de comprendre une double zone euro avec le fait de passer progressivement de l'une vers l'autre pour les pays les plus en difficulté. Donc la proposition 228, l'euro ne peut être que double, comme nous venons de le dire, en tant qu'il est une valeur de paiement des biens et des personnes, en tant qu'European Currency Unit, parce que les pays du sud de l'Europe unie, serviciels par leur culture, ne peuvent actuellement pas rivaliser écologinomiquement avec les pays du nord de l'Europe unie, industriels par leur culture. L'euro du nord peut être plus fort, permettant de meilleures rétributions, ça c'est la proposition 229, en termes de traitement rémunérateur et émolument de ces agents économiques, puisqu'il vaut par les produits industriels qu'il produit, exporte et consomme, que l'euro du Sud, qui ne vaut que par les services d'une zone économique qui n'exporte presque que des services, tout en s'ajustant l'un à l'autre, activité sectorielle par activité sectorielle, tous les 15 à 20 ans, selon les évolutions, notamment de participation à l'industrialisation, c'est-à-dire par des installations de nouvelles technologies sur leur territoire, notamment des économies du Sud. Le tout reposant sur un même socle de défrontiérisation destiné à se fondre un siècle plus tard en une seule puissance macroéconomique. Proposition 230, le rééquilibrage nord-sud-nord sera opéré progressivement, au profit immédiat des pays alors dits du Sud, qu'ils en soient géographiquement ou qu'il s'agisse de pays économiquement effondrés jusqu'à devoir fonctionner avec les euros du Sud, composant la seconde zone euro-monétaire, puis progressivement, au profit de toute l'Union, intrinsèquement, quant à son commerce intérieur, quant à sa représentativité géopolitique, économique et diplomatique, nous y reviendrons, au fil de périodes de rééchelonnement fixées par l'Europlan, alors établi en ce domaine, par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective pour 3, 4 ou 5 ans, selon les époques considérées au-dedans des divers cycles industriels observés. Concernant les pays du sud de l'Union, sud symbolique, puisque pouvant comprendre des pays du nord soudainement trop endettés. Proposition 231. Ce rééquilibrage sud-nord sera opéré, quelle qu'en soit la durée totale, avant la fusion monétaire stabilisée
des deux eurozones. Durée estimable à environ 8 décades. De telle sorte que, pendant ces périodes de rééchelonnement, soient consensuellement et mutuellement adoptées par décision multilatérale des États membres de l'eurozone du Nord, utilisant pour monnaie l'euro du Nord, pour la durée fixée par l'Europlan. Une prolongation arbitraire de toutes les échéances et le non-versement d'intérêts à leurs créanciers pour et par ces pays du Sud. Les excédents dégagés de ces périodes de rééchelonnement permettront la fondation de fonds de garantie permettant, ça c'est la proposition 232, de désendetter définitivement ces pays, tout en leur assurant de financer les leviers de leur intégration dans la première zone euro-monétaire, notamment l'innovation, c'est-à-dire recherche-développement, et l'éducation, c'est-à-dire enseignement supérieur et recherche. Voilà. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. J'espère. Voilà, donc la dernière proposition, on a entendu un mot, désendetté, un verbe plutôt, désendetté, et dans la proposition 232, la question du désendettement d'Anfield, c'est une question importante. La fin de la dette est-elle possible ? Alors, la fin de la dette, en fait, il y a deux dettes. Il y a la dette privée, la dette publique. Et souvent, d'ailleurs, les gouvernants habiles et les banquiers habiles transforment la dette privée en dette publique. Enfin, il y a beaucoup d'arrangements. Disons d'abord, fondamentalement, comment on s'endette ? On commence par... alors, prenons au niveau de l'État. L'État a besoin de créer de nouvelles routes, de nouveaux, je ne sais pas, centres, ceci, cela. Il faut de l'argent. Ce n'est plus la banque locale, la Banque de France, la Banque d'Allemagne ou autre, qui crée de la monnaie, c'est la Banque centrale européenne. Donc, il faut demander à cette banque de l'argent, qui demande une contrepartie. Et donc, pour avoir payé la contrepartie, comme c'est de l'argent qui est fluidifié sur un certain nombre d'années, il y a donc un ratio, un taux d'endettement qui s'accumule et s'accumule sur le taux d'endettement d'avant. Bon. On ne peut pas s'arrêter de construire des hôpitaux, des routes, soudainement comme ça. Donc de toute façon, il y aura toujours de l'endettement public. L'endettement public, on peut le solvabiliser, ça s'est déjà pratiqué, au bout de 50 ans, clac, il n'y a plus de dette. Mais ça c'est possible à l'échelle d'un bloc géopolitique. Mais pas à l'échelle d'un petit pays, c'est impossible. Donc là encore, une autre raison, un autre motif intelligent pour se dire on construit une Union européenne forte qui devient une fédération européenne, donc l'Europe unie. Sinon, à terme, on ne va plus s'en sortir, chaque petit pays ayant son problème d'endettement. Quant à l'endettement privé, la dette privée, elle est elle aussi fondamentalement liée à une raison toute simple. Je suis un petit entrepreneur, je sors de telle ou telle grande école, j'ai une superbe idée, je vais voir un banquier, voilà, j'ai envie de fabriquer un appareil technologique comme ci, comme ça, il faudrait tant d'années de recherche-développement pour que ce soit bien au point, il faudrait en même temps avoir des accords possibles à mettre en œuvre avec telle et telle entreprise, il faudrait pouvoir préparer une commercialisation via des entreprises de grande distribution, et puis au terme de tant d'années, ça y est, la recherche-développement aura produit la base, ensuite on a tant d'années pour lancer le produit avec des essais, et puis après, bah, ça y est, c'est commercialisé, voilà. Bon. Aujourd'hui, on connaît les statistiques, c'est assez déroutant. La première année, tout va bien, la deuxième année, il y a des impôts, 50% des entreprises coulent. La troisième année, 25% des survivantes coulent. Quatrième année, il ne reste plus que 12%. La cinquième année, plus que 5%. On ne peut pas continuer de fonctionner avec un système aussi aberrant, imbécile que ce système libéral, qui n'a aucune stratégie. C'est du tactique.
C'est des petites têtes qui pensent simplement, allez, bonnes gens, mais oui, c'est ça, créez votre entreprise, advienne que pourra. On a besoin de grosses têtes. Ben, je crois, on a besoin de gens un peu intelligents. Donc, se dire, celui ou celle qui veut créer son entreprise, au lieu de partir à l'aveuglette, bon, je crois que, j'espère que, non. Il se retrouve dans le régime synarchique durabiliste que nous allons mettre en place, aidé par un conseiller du corps glacier qui va lui dire « J'ai accès à des notes concernant, depuis le ministère des Finances, concernant tel et tel grand groupe industriel, je peux te dire, attention mon petit, ton entreprise, dans 5 ans, elle est complètement prise en rivalité avec un grand groupe là, qui s'installe. Alors, tu as 2 options. Soit tu te dis, je revends mon entreprise rapidement au grand groupe quand ça commence à être lancé, soit je m'intègre au grand groupe. Mais sinon, tu es mort, mais laminé, tu as toute ta vie à rembourser tes dettes. Pauvre malheureux, pauvre malheureuse. Ça, on ne dit pas aujourd'hui, on dit, allez, non, non. Il faut devenir un petit peu humain, un petit peu avoir du cœur et de l'intelligence, surtout parce que là, c'est tellement imbécile que c'est impressionnant. Dans les grands groupes, pardon, dans les grands, j'en veux au terme de groupe, dans les grands blocs géopolitiques de demain, ne survivront que ceux qui auront cette intelligence-là. C'est-à-dire une intelligence économique et stratégique, et donc géopolitique, permettant de penser, on aide les gens qui créent des entreprises en voyant avec eux sur le plus ou moins long terme pour qu'ils puissent réussir. Mais c'est pas, on laisse les gens comme maintenant dans le libéralisme, arrive comme on peut et qui peut. Bon, donc il faut un régime intelligent, et à partir du moment où ce sera lancé, eh bien là, l'endettement privé va diminuer énormément, c'est-à-dire que les gens ne seront plus obligés, au niveau de l'investissement, de solliciter de la dette, de solliciter donc du capital et de s'endetter. Ils pourront avoir des subventions, les crowdfunding et d'autres systèmes, parce que justement, voyant à plus long terme, grâce à des conseillers spécialisés pouvant leur dire gratuitement, payés par l'État, par le supra-État, c'est pas comme ces gens qui vont voir des, comment dit-on, des business angels qui payent pour avoir accès à la connaissance. Business angel, s'il y a quelqu'un qui lui a dit je te paye 10 fois plus pour ne pas avoir de rivaux, il va donner des fausses routes. Là, c'est le supra-État qui, dans chaque État, génère des gens qui vont permettre à tous les jeunes entrepreneurs de savoir où ils vont. Donc là, le pourcentage d'échecs sera presque inexistant. C'est exactement l'inverse des données. Oui. Je vais vous proposer une nouvelle lecture parce que nous retrouvons pleinement tout ce que tu viens de dire, Danfield, dans la proposition 222. Et j'aimerais ajouter donc la lecture de la proposition 221 qui permet de cadrer toute cette thématique. Donc je vais lire cette proposition 221 qui va nous éclairer totalement. Et je tombe directement dessus, bien sûr. Donc la proposition 221, le nouvel État fédérateur, industriel et financier, que nous allons structurellement établir au sommet de l'Union, sera un supra-État finance-industriel marqué par le désendettement périodique des États-nations et des groupes indus-serviciels, c'est-à-dire industriels et de services, qui assurent la production, l'exportation et la distribution des biens et services, ainsi que des êtres humains qui sont, dans la vie, sous son aspect naturel, les acteurs de celle-ci, considérant que le remboursement de la dette, principe libéral essentiel au libéralisme même ralenti, et sinon cycliquement, paralyse l'économie sans la dynamiser, bien au contraire, et considérant que les taux de rentabilité de la production planétaire dans son ensemble et européenne dans son particularisme spécifique, à l'origine de sa forte productivité en croissance constante, sont, grâce au progrès technoscientifique, aptes à permettre maintenant le passage d'un capitalisme confiné oligarchique
à un capitalisme plus dynamique, redistributeur et cofinanceur, que nous appelons particapitalisme, car il est un capitalisme de répartition des fruits du capital, assurant la durée qui seul permet de sortir d'un monde précaire pour atteindre une civilisation énergétique stable, autorise l'option qui est la nôtre de désendetter cycliquement. Est-ce que tu voudrais ajouter, rajouter, compléter? Non, a priori, non. Pas d'idée spécifique. Tout est dit dans cette proposition. Je pense. pense. Tu l'as dit auparavant. Oui, parce que justement, tu as complété absolument ce que j'avais dit en prenant pacte, et on a tout, je pense, même qu'on oublie. Donc, après tout ce que nous venons de dire, Nanfil, une concertation internationale est-elle nécessaire pour que cela soit mis en place, tout cela soit mis en place, cette fédération européenne? Alors, aide-moi un peu parce que... Parlons d'un petit peu de diplomatie peut-être. D'accord. Par rapport à la proposition... 230 ? Tout à fait, oui, il était question de... Y aurait-il une nouveauté par rapport à la proposition 230, lue tout à l'heure, concernant la représentativité diplomatique de la future Europe unie? Alors, en effet, ce qu'il faut aussi considérer, c'est que quand on pense non plus des États-nations, mais un supra-État, on va dire international, européen, on est obligé là de penser autrement, c'est-à-dire de penser que des diplomates, d'une part, ne peuvent plus être déconsidérés ou méconsidérés, et d'autre part, doivent avoir un véritable niveau scientifique et non pas seulement technique. Alors, je donne l'explication pour nos auditeurs, et toi tu la connais, et j'y reviens. Là, pour l'instant, les diplomates viennent, en France par exemple, de l'École nationale d'administration. Ce sont de superbes techniciens, 2 années d'études après 3 années de sciences politiques, c'est formidable, ils maîtrisent bien la diplomatie. Mais qu'est-ce qu'ils maîtrisent bien finalement? Simplement des comportements, des réactions, des réponses. Mais dans le monde de demain, c'est plus suffisant. Dans le monde de demain, il faut des gens vraiment très intelligents, capables de comprendre les processus, je dirais, socioculturels, socio-économiques, qui sont en train de se mettre en œuvre maintenant. Donc on ne peut pas raisonner avec des idées d'il y a 30 ans ou même il y a 5 ans. Il faut avoir l'intelligence d'être adapté à maintenant. Adapté à maintenant, c'est, on pense au baron du gaullisme, c'est être capable de s'adapter à des réalités très concrètes. Je pense à 2 d'entre eux, évidemment, Alain Perfit, qui était d'abord passé par le monde universitaire, qui était d'abord donc un anthropologue avant d'être un énarque et donc un diplomate. Jean-François Degnaud. Jean-François Degnaud, qui lui a étudié l'ethnologie avant, pareillement, de devenir un diplomate. Donc, ce sont des gens qui avaient une réelle formation. Et ça donne quoi? Je pense à un exemple qui me revient extraordinaire, qui est raconté par Jean-François Degnaud dans ses mémoires. Il se trouve donc en Afrique centrale, avec un personnage que je ne citerai pas, mais qui a eu des histoires de diamants et autres lamentables. Et ce personnage, qui est donc un président africain, eh bien, il se passe un événement, c'est que donc Jean-François, et celui-là que je ne prénomme pas, mais on pensera à lui, Jean-François lui dit, mais là je vois des gens qui sont en train de donner des coups de bâton, là, devant ton palais présidentiel, à d'autres gens. Je sais que ces méthodes, des coups de bâton dans la rue. Et l'autre lui explique, bien, tu sais, nous Africains, au début, on s'est dit, on va vous copier, vous Européens, on va avoir aussi des tribunaux, avec des votes, des décisions, des magistrats, tout ce système. Et puis on s'est rendu compte que les gens sortaient du tribunal et on recommençait. Alors, quand on voit qu'un grand magasin a été chapardé 1 fois, 2 fois, 10 fois, ça commence à devenir inquiétant. Et donc on a compris que ici en Afrique, c'est pas l'Europe. On ne peut pas fonctionner de la même façon. Donc, la façon traditionnelle,
donner des coups de bâton en public, ça crée la honte de ceux qui prennent leurs coups de bâton, plus c'est douloureux, donc ils ne vont pas recommencer. On ne peut quand même pas leur couper la main à chaque fois qu'ils ont... Voilà. Et donc, c'est cet homme qui explique ça, un diplomate qui a une formation avant ces 2 années d'École nationale d'administration, il a une formation d'abord d'universitaire qui a passé un doctorat en ethnologie. Pour lui, c'est limpide, il comprend. Mais le pauvre énarque moyen qui sort, qu'on propulse je ne sais où comme diplomate, ne va pas comprendre. Il va dire, mais moi, il faut fonctionner comme en Europe, voyons. Il n'arrivera pas à avoir cette subtilité de comprendre, mais l'autre est différent, donc je m'adapte à l'autre, et non pas vouloir que l'autre s'adapte à moi. Donc ça, c'est un premier élément extrêmement important. Fabriquer des diplomates de très haut niveau. Donc plus des techniciens, mais véritablement des scientifiques, au niveau des sciences humaines, des sciences sociales. D'autre part, il faut aussi pouvoir remercier, au bon sens généreux du terme, des gens qui s'investissent dans la diplomatie, et pour qu'ils le sachent, et qu'ils soient déjà dans l'envie, le désir, pensons au circuit de la récompense en neurobiologie, qu'ils soient dans le désir de se dire on va servir parce qu'on est heureux d'être reconnu. Donc à 60 ans, dans le système synarchique proposé avec des âges et des activités tout au long de la vie, à 60 ans, un être humain n'est pas en retraite, il n'est pas détruit, il devient enseignant. Puis à 70 ans, il devient conseillant. Eh bien cet individu de 60 ans, qui était un ancien diplomate, dans notre régime, voilà qu'il va pouvoir enseigner la diplomatie. Pas dans des écoles qu'on va enseigner on ne sait pas quoi, avec des gens qui n'ont jamais touché à la diplomatie. Il faut des gens qui l'aient vécu, et justement, à un niveau, disais-je, scientifique. Ça, c'est important. Et d'autre part, il y a aussi les diplomates de l'ombre, les agents du contre-espionnage. Un officier de contre-espionnage qui est envoyé dans tel pays avec l'étiquette officielle de attaché culturel, même s'il ne touche pas aux belles lettres, mais qu'il a d'autres missions. Quand il a eu toute sa vie dans cette activité, parfois très dangereuse, il faut aussi qu'il soit récompensé. Et qu'il puisse, lui aussi, à partir de l'âge de 60 ans, enseigner ce qu'il a vécu, ce qu'il a compris. C'est pas seulement on apprend ça dans les livres, non, non. Il y a l'enrichissement de la pratique, un monde de réel politique. Et là, eh bien, on aura des gens extrêmement contents, bien sûr, on sera dans un monde particulier. Là, on est dans, pour ce qui est du contre-espionnage, évidemment un enseignement dans des écoles spéciales, on est d'accord sur ce fait. Mais par contre, ce qui est important, c'est que fondamentalement, ça peut montrer aussi l'exemple général d'une haute fonction publique de très haut niveau, à l'échelle européenne, dans le supra-État, où les gens soient valorisés et reconnus. Merci Danfil. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Bien sûr, nous incitons nos auditeurs à lire le pacte, et pourquoi pas à venir nous poser des questions qui seront traitées dans des prochaines vidéos. Absolument, l'adresse est dans le pacte, écrivez-nous, mais oui. Écrivez-nous. Voilà. Merci à vous. Merci à toi, Serge.